Mes amis, nous nous retrouvons avec Éric Denessé et Édouard Husson pour cette émission Stratégone qui va être consacrée à la situation de l'armée russe après l'opération Toile d'araignée. Bonjour Éric. Bonjour Eric et bonjour Edouard. Bonjour Édouard. Bonjour, deux Eric. Mes amis, je vais commencer quand même par une petite page de publicité avant pour redire que le Courrier des Stratèges est un site internet sur abonnement. On publie une dizaine d'articles qui sont des articles totalement indépendants avec une information que vous ne trouvez pas ailleurs. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Surtout que nous allons augmenter nos tarifs. L'abonnement n'est que de 99 € par an. C'est le minimum vital pour les organes qui ne reçoivent aucune forme de subvention de la part du gouvernement ni aucune forme d'aide d'organismes extérieurs. Et ces 100 €, vous pouvez en obtenir le remboursement très rapidement en vous inscrivant par ailleurs au, au dîner débat que nous organisons le 24 juin, puisque ce dîner débat coûtera 80 € pour les non-abonnés, 40 € pour les abonnés. Donc, vous bénéficiez d'un chèque cadeau de 40 € dès que vous vous abonnez à 100 €. Ne manquez pas de vous y abonner. Le dîner débat aura lieu avec Édouard Husson, moi-même, Sophie Delamotte, Isabelle Hoc qui nous aide à gérer l'entreprise Courrier des Stratèges. Ce dîner débat aura lieu donc le 24 juin à 19h30 au restaurant Deria, rue du Faubourg Saint-Denis à Paris, au métro Strasbourg-Saint-Denis. Vous pouvez vous inscrire en ligne, acheter les billets dès maintenant, consulter l'article du Courrier qui accompagne cette vidéo. Je mets le lien vers la billetterie pour pouvoir acheter vos billets dès maintenant. Les places seront chères, donc ne manquez pas de vous y inscrire. Voilà, petite page de publicité faite. On va parler aujourd'hui avec Éric et Édouard de la situation de l'armée russe après l'opération ukrainienne. Les opérations ukrainiennes, il y en a eu plusieurs revendiquées, d'autres probablement, d'autres pas revendiquées ouvertement, mais probablement imputables à l'armée ukrainienne. Et encore hier, puisqu'il y a eu un sabotage du pont de Kerch qui relie la Crimée à la terre et qui là a été revendiqué par l'Ukraine. Est-ce que vous pouvez, messieurs, nous faire un bilan, chacun de votre côté, parce que en réalité les informations sont très éparses et donc il y a plusieurs visions du monde qui s'affrontent, si j'ose dire, ou plusieurs interprétations de ce qui s'est passé. Est-ce que chacun de votre côté, vous pouvez nous faire un bilan de ce qui s'est passé sur le territoire russe depuis la journée de vendredi, et spécialement dans la nuit de samedi à dimanche? Alors, vas-y. Voilà, il y a eu 3 opérations qui ont été lancées par les Ukrainiens. La première, c'est l'attaque de drones sur les 5 aérodromes qui se situent à la fois, je dirais, dans toute la Russie, aussi bien en Sibérie qu'à la limite du Kazakhstan, en Asie centrale, mais également sur la péninsule de Kola vers la Finlande et dans le nord de la Russie. En parallèle, il y a eu d'autres attaques de drones sur des industries d'armement. Et puis, il y a eu le sabotage du pont de Kerch. Alors, je ne rentre pas pour l'instant dans l'évaluation des dégâts, mais effectivement, ce sont 3 opérations qui ont eu lieu, pas tout à fait en simultané, mais de manière extrêmement rapprochée, ce qui montre une forme de créativité de la part des Ukrainiens. On sait que une partie de ces opérations étaient préparées depuis longtemps. Voilà, plusieurs éléments. Il est, à mon sens, absolument clair que les Ukrainiens ne sont pas capables de mener des opérations comme ça tout seuls, quelle que soit leur créativité et leurs compétences. Donc, ça veut dire qu'il y a une aide étrangère. L'aide étrangère, elle est très probablement britannique. Est-ce que les autres Occidentaux ont joué un rôle? Est-ce que les Américains, j'entends la CIA qui, par la force d'inertie qui caractérise les changements aux États-Unis, continue à aider un peu les Ukrainiens parce qu'ils sont très présents avec eux depuis 3 ans, en dépit du changement de politique de Trump. Voilà, en tout cas, après, sur le plan de l'effet, pour moi, ce sont 3 coups de communication, puisque les dégâts sont relativement minimes, que les dégâts n'ont pas d'impact sur ce qui va se passer sur le front, où l'armée russe, elle, progresse lentement, mais de plus en plus rapidement. Et donc, on a affaire
d'une part à des coups de com' de l'armée ukrainienne, et ça, c'est ce qui est très intéressant, c'est que ça n'a, comme je le disais à un instant, ça n'a pas aucune conséquence sur le théâtre des opérations. Par contre, on voit la reprise systématique de ces coups de com' par la presse occidentale, et notamment, je regardais ces 2 derniers jours, ce qui m'arrive rarement, les informations françaises, et c'était ahurissant la prise de parti et de position. Je voyais notamment Trinquant parler d'une humiliation, d'une défaite. C'est grotesque, c'est d'une stupidité sans borne. Donc tout le monde est en train d'applaudir des 2 mains comme si ça avait été l'opération militaire qui révolutionnait la guerre. Voilà. Et puis sur le plan des dégâts, on entend tout et son contraire. Les Russes ont reconnu 6 appareils, les Ukrainiens comment dire, en revendiquent 40. On voit des images qui circulent sur les réseaux sociaux qui sont des images soit issues de jeux vidéo comme Arma 3 ou qui sont des images générées par l'intelligence artificielle. Les évaluations seraient plus autour de 12-15 appareils. Et puis l'autre élément qui me semble important, c'est que, au-delà d'être un coup de com', c'est une provocation totalement irresponsable des Ukrainiens, parce que ça n'a pas d'impact sur le conflit, comme on le dit, mais ils sont en train de remettre en cause la stabilité nucléaire qui existe entre les deux grands, puisque vous savez que normalement, depuis les traités ciel ouvert, plusieurs fois dans l'année, lorsqu'un des 2 pays annonce à l'autre qu'il va faire une vérification de son arsenal nucléaire, on sort généralement les bombardiers sur le tarmac. Ils ne sont plus dans leurs abris antiaériens, et à ce moment-là, soit les satellites, soit les avions de reconnaissance viennent faire des photos. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle des mesures de confiance et de transparence. Donc en intervenant directement là-dessus, les Ukrainiens vont probablement conduire les Russes à ne plus respecter ces mesures de transparence pour ne pas être victimes d'attaques. On est en droit de se poser la question: comment est-ce qu'ils vont réagir? Et moi, je dirais, pour faire une comparaison, comment est-ce que les Américains réagiraient si des B-52 et des B-1B avaient été endommagés ou détruits sur des bases aériennes américaines? Donc, il va être intéressant de voir ce que font les Russes. Et ça montre que la logique ukrainienne et britannique dans cette guerre, c'est une volonté de provoquer une conflagration majeure, puisqu'en faisant ça, ils espéraient probablement une réaction très violente de la part des Russes. Poutine étant un homme particulièrement au sang-froid, pour l'instant, il n'a rien fait comme sur les fois précédentes. Il ne tombe pas dans le piège, mais ces Ukrainiens sont fous. Il faut arrêter de les soutenir très rapidement. Et je crois aussi qu'il faut mettre un terme à cette désinformation qui est de plus en plus grotesque, qui est véhiculée par nos médias et par ces pseudo-analystes qui tapent des mains sur des événements qui n'en sont pas, quoi. Édouard, ta version des faits. Alors, j'aurais dit en moins bien beaucoup des choses qu'Éric vient de dire, puisque lui, il connaît très bien ces sujets. Je vais dans le même sens en insistant sur quelques points. Bon, ce qui est étonnant, en fait, c'est les discours parallèles. Par exemple, je vois des gens, non pas des analystes militaires, mais des gens qui écrivent sur les affaires militaires aux États-Unis ou dans l'OTAN, qui continuent 3 jours après à véhiculer les chiffres ukrainiens, alors que, comme Éric le disait, on est vraisemblablement entre 10 et 15 appareils endommagés. Ce matin, on échangeait avec Éric sur un bon article du Grand Continent, bon, qui est un peu succinct, qui ne dit pas comment ils arrivent à leurs chiffres, mais ils arrivent à ce type de chiffres. Et donc, moi, ça me gêne de voir qu'il n'y a pas d'adaptation de l'information au fur et à mesure qu'elle est ajustée. Et ça, il y a une espèce de discours, effectivement, tout près, qui relève plus de la com que de l'analyse stratégique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que effectivement, alors, j'ai remarqué comment tout le monde a chargé les Britanniques assez rapidement. Moi, ça m'a pas étonné, puisque ça fait des mois, voire plus d'1 an, que des gens qui travaillent sérieusement sur le conflit ukrainien disent: il y a un côté jusqu'au boutiste des Britanniques, il y a vraiment, enfin, peut-être qu'on peut même remonter à l'échec des premières conversations d'Istanbul en mars 2022, quand célèbre voyage de Boris Johnson pour convaincre les Ukrainiens de ne pas signer de paix avec, ou moins d'armistice avec les Russes. Donc tout ça est vrai. Moi, je suis quand même, alors effectivement, il y a un défi à l'autorité de Trump, très clairement, puisqu'on a été depuis dimanche dans ce que les Américains appellent le déni plausible,
C'est-à-dire que, visiblement, dans l'entourage de Trump, on dit nous n'étions pas au courant. Le journal Axios avait d'abord publié l'idée que les Américains étaient au courant, puis a dû se dédire, de manière un peu grotesque d'ailleurs, parce qu'ils ont simplement mis une négation dans l'article qu'ils avaient publié au départ. Mais il y a quand même un sujet, c'est que je veux bien écouter le gouvernement américain qui dit c'est très grave parce que ça met en cause la confiance réciproque sur le sujet nucléaire, mais il n'empêche que ça a eu lieu et qu'il faut en rendre compte et que si on n'était pas derrière, si on n'était pas au courant, alors ça veut dire qu'on n'est pas duplice, ça veut dire qu'on est faible. Et donc ça pose un certain nombre de questions. Alors, dernier élément, j'ai fait un petit article là-dessus hier dans le Courrier. J'ai été frappé de voir que pour l'instant, la seule réponse des Russes à ce qui s'est passé, là je ne parle pas de réponse militaire, je parle de réponse diplomatico-stratégique, ça a été une explicitation beaucoup plus marquée de leurs conditions pour un cessez-le-feu et pour la paix, d'après le mémorandum d'Istanbul, d'après ce qu'on en connaît, et en particulier, c'est la première fois que je vois noir sur blanc l'idée qu'ils ne signeront pas s'il n'y a pas l'annonce d'élections ukrainiennes avec un calendrier extrêmement précis. Donc, de ce point de vue-là, peut-être l'Ukraine, qui a fait quelque chose d'assez spectaculaire et d'impressionnant, finalement se serait tiré une balle dans le pied parce que loin de dissuader les Russes, au contraire, ça les amène à être plus durs dans la négociation. Mais on va venir au volet diplomatique qui est évidemment le sujet, c'est-à-dire la question c'est est-ce que l'opération ukrainienne qui a été menée juste avant la reprise des pourparlers est une façon d'affaiblir la Russie. On va y venir, mais est-ce qu'on peut se focaliser 3 minutes sur le bilan exact des destructions causées par ces opérations? Donc moi, à titre personnel, j'ai relevé 2 ponts ferroviaires, je pense que c'est une opération ukrainienne, qui ont explosé miraculeusement, et surtout sur les bases aériennes. Est-ce qu'on peut dire combien d'avions ont été détruits? Alors, on ne parle plus du sous-marin nucléaire qu'on a évoqué à un moment donné comme détruit. Visiblement, il est hors champ désormais, on ne parle plus de cette affaire. En revanche, est-ce qu'on sait combien de bombardiers stratégiques russes ont été détruits? C'est une information importante parce que ces bombardiers stratégiques ne sont pas des avions tactiques, comme on dit, ils ne sont pas chargés d'intervenir sur un champ de bataille, ils sont chargés d'aller porter une frappe nucléaire sur le sol ennemi, derrière les lignes, et les Russes avaient 2 types de bombardiers. Je parle sous votre contrôle, messieurs, parce que vous connaissez ça par cœur. Il y a les Tupolev 95, dont la vitesse de croisière est de 750 km/h, et puis des Tupolev 160, je crois, qui sont des avions supersoniques, et des avions de reconnaissance qui auraient été également détruits. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur le coup qui a été porté à la réserve stratégique, à la force aérienne stratégique russe, selon ce qu'on sait, par les Ukrainiens? Alors d'abord, je pense que il faut être prudent, comme le disait Edouard aussi. On n'a pas tous les chiffres. Les chiffres varient entre 12 et 16, entre 10 et 15. Même pour le Grand Continent, qui est plutôt un journal anti-russe et pro-américain depuis longtemps, il est le plus mesuré. Maintenant, il faut regarder les choses de manière plus globale. C'est-à-dire que comment fonctionne la dissuasion russe? C'est-à-dire qu'elle est essentiellement basée sur des missiles basés au sol, dans des silos, soit des missiles stratégiques, soit des missiles mobiles qui sont plus, on va dire, tactiques ou ensuite, elle a ses sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, et puis ensuite, il y a la force nucléaire aérienne. La force nucléaire aérienne est à la fois probablement la moins importante, puisqu'on estime qu'elle a 70-72 appareils. Donc, s'il y avait 12 appareils de détruits, on ne sait pas combien sont endommagés. C'est même pas un quart de la flotte aérienne qui elle-même ne représente pas, je crois que c'est les 3 quarts de la dissuasion sont basés sur le nucléaire stratégique sous-marin et sur les bases physiques. Donc, c'est bien sûr quelque chose qui n'est pas agréable pour les Russes. C'est un beau coup, il faut le reconnaître, de la part des Ukrainiens, mais l'impact est relativement limité en termes, je dirais, en termes nucléaires, de toute façon, parce que les États-Unis, comme
comme la Russie, qui a un nombre de têtes supérieur à celle de Washington, a quand même une quantité de missiles et de têtes qui lui permettent de faire face à ce genre de choses, puisque la dissuasion comment dire, est préparée aussi pour résister à une première frappe. Donc ils ont quasiment le double de ce qu'il faut pour détruire les États-Unis. Donc ça me semble important, et ça montre aussi à quel point les médias, dans leur réaction, grossissent à tout va comment dire, l'impact qui a été porté sur les forces nucléaires russes. Et j'en reviens encore une fois aux médias américains, mais beaucoup plus européens là, de ces 2 derniers jours, où alors vraiment c'est grandiloquent, c'est une humiliation pour les Russes, c'est un coup très dur pour leur frappe nucléaire. Non, c'est un beau coup des Ukrainiens, mais encore une fois, comment dire, ils disent n'importe quoi. Et moi, je ferai une comparaison avec finalement avec ce qu'a fait Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale. Un D-40, quand il crée les commandos qui n'existaient pas avant, il crée quelques unités qui sont des petits groupes de 300 hommes avec leur soutien, qui ont pour but de débarquer sur les côtes, aussi bien en Norvège, au Danemark et les côtes françaises, pour finalement porter des coups d'épingle contre l'armée nazie, qui n'avait aucun intérêt et aucun impact militaire autre que psychologique. Bien évidemment, ça lui a permis au cours des années 40 et 41, de renforcer le moral britannique, mais il y a eu beaucoup de communication à l'époque avec des moyens plus faibles qu'aujourd'hui. Mais voilà, on est sur des actions psychologiques en tant que telles. Pareil sur le pont de Kerch, tous ceux qui vous disent aujourd'hui c'est terrible parce que l'approvisionnement russe arrive par là. Non, l'approvisionnement russe, il arrive aussi comment dire, par la région de Rostov-sur-le-Don. Les principales voies de chemin de fer ne passent pas par le pont de Kerch. Donc là encore, on est en train de nous raconter des sornettes sur l'impact réel que cela a eu. Si je peux ajouter un élément, ce que je trouve intéressant, c'est que le principal enseignement de ce qui s'est passé, c'est la capacité ukrainienne, alors avec vraisemblablement une aide, ne serait-ce que satellitaire extérieure, mais la capacité ukrainienne à infiltrer des gens sur le territoire russe et à monter dans le plus grand secret pendant plusieurs mois une opération de ce type. Et je pense que c'est là que se situe le premier problème pour l'armée russe et pour le pouvoir russe. Parce que il a fallu plusieurs mois, les Ukrainiens disent même 18 mois, mais peut-être moins, pour monter cette opération. Mais ça veut dire donc que c'est un fusil à un coup d'une certaine manière, parce qu'on ne peut pas remonter une opération de cette ampleur maintenant que les Russes sont sur leur garde en plus. Alors ça va être une autre opération qui va prendre beaucoup de temps, et imaginons qu'il y ait encore un laps de 18 mois avant un gros coup de ce genre, il se sera passé beaucoup de choses sur le plan militaire. En revanche, il est certain que si on réfléchit à ce qui se passerait après la fin d'une guerre ouverte en Ukraine, et avec un armistice ou une paix qui serait signée à peu près, en étant à peu près stable, les Russes se trouvent confrontés à une réalité toute simple, c'est que les Ukrainiens dont nous parlons, ils parlent tous russe. Bien malin qui peut me dire comment on fait la différence entre un Russe et un Ukrainien. Et donc, ça veut dire qu'il y a la possibilité de monter des opérations de type déstabilisation, de type terrorisme sur le sol russe. Et ça, je crois que c'est la grande leçon de ce qui s'est passé. Et surtout, je crois, là encore, je reviens à une certaine forme d'irresponsabilité occidentale. Quand on connaît l'Ukraine, on sait que les Ukrainiens sont des gens à la fois intelligents, courageux et même tête brûlée. Et donc, on incite depuis 20 ans au moins des gens qui, déjà par eux-mêmes, sont prêts à faire des gros coups, à devenir structurellement une force qui pourrait attaquer de manière subreptice, cachée, par infiltration, la Russie pendant des années. Mais aussi, imaginons qu'on aille au bout de la dynamique actuelle où l'Occident lâche les Ukrainiens petit à petit, même si ça se fait en marchant à reculons, on peut imaginer un jour que les Ukrainiens en veuillent énormément à ceux qui les ont lancés dans cette guerre, qui leur ont fait perdre tant d'hommes sur le terrain et qui après les laissent tomber. Et donc on peut imaginer aussi qu'il y ait des opérations ukrainiennes, qu'il y ait des groupes terroristes, qu'il y ait des... Donc pour moi, c'est là le principal enseignement de ce qui s'est passé. Sur le fond,
parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire que, en tout cas du côté ukrainien, il y a eu l'idée, qui est nourrie d'ailleurs par la propagande. Je voyais qu'il y a, je ne sais plus quel centre, quel think tank proche de la CIA, le centre d'études stratégiques ou je ne sais plus quoi, qui publiait des chiffres sur le nombre de morts dans la guerre russo-ukrainienne, annonçant 1 400 000 morts, 1 million côté russe, 400 000 côté ukrainien. Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui, les Ukrainiens sont baignés dans cette idée qu'au fond, ils peuvent gagner la guerre. En tout cas, le gouvernement ukrainien fait ce qu'il faut pour montrer qu'au fond, il est en train de tenir la situation et qu'il est en train de faire plier Vladimir Poutine. Est-ce que dans la guerre psychologique qui entoure toute forme de négociation internationale, cette opération n'a quand même pas contribué à renforcer je ne dis pas affaiblir la position russe, à renforcer les ambitions ukrainiennes dans la négociation de paix par rapport à l'image que les Ukrainiens pouvaient donner d'eux-mêmes quelques semaines auparavant? Non, moi je crois pas du tout, parce que c'est quand même un conflit dans lequel la réalité de terrain n'a rien à voir avec la réalité médiatique telle que nous l'apercevons en Occident. Il y a bien sûr toujours eu de la dissimulation, de la propagande, de l'orientation de l'information sur les conflits. Là, on atteint des sommets. Hein, on n'oriente pas les événements, on les crée. Je pense qu'au contraire, ça va renforcer, comme le disait Édouard tout à l'heure, les revendications russes qui sont maintenant extrêmement claires, hein, sur les négociations. Et puis, il faut aussi rappeler que ce coup de communication, même encore une fois, si ce sont des très belles opérations commando, il est arrivé à un moment donné où Zelensky sortait de 8-10 jours de situation assez épouvantable, puisque en même temps, il s'était vu refuser le transfert par l'Allemagne des missiles Taurus, même si donc, les Russes avaient dit à Friedrich Merz que si les missiles Taurus qui portent à 500 km étaient livrés aux Ukrainiens, eh bien, ils considéreraient que c'était une participation directe de l'Allemagne au conflit. Donc, prenant son courage à deux mains, Merz a fait immédiatement machine arrière. Ensuite, on a eu comment dire, l'échec quasi en simultané, l'échec des discussions d'Istanbul. On a l'élection du nouveau président polonais qui est plutôt anti-ukrainien. Il est très anti-russe, mais vu c'est un nationaliste, il a souvent dans son discours cette idée il rappelle les événements très néfastes qu'ont conduit les Ukrainiens contre les Polonais. Et puis surtout, il faut le dire, un recul de plus en plus rapide sur la ligne de front des troupes ukrainiennes. Alors là où il y a probablement aussi une deuxième désinformation, c'est qu'on nous parle d'une grande offensive d'été de la part des Russes. Je ne pense pas, quand on regarde l'évolution de la situation sur la carte, qu'il y ait une offensive estivale de la part de la Russie, mais tout donne l'impression qu'on veut faire croire qu'il y a une offensive estivale pour après montrer finalement que la progression a tellement été marginale, ou en tout cas que finalement c'est un échec. Donc là encore, il faut systématiquement analyser ça au prisme de cette campagne de communication. Et je reviens sur le rôle des Britanniques qui a été très important, encore une fois. Il faut savoir qu'ils ont monté depuis le début de la guerre ce qu'ils appellent l'opération Alchimie, on va le dire en français, dans lequel ils reviennent à leurs racines de la Seconde Guerre mondiale avec toutes les opérations possibles pour déstabiliser les Russes. Maintenant, sincèrement, bien sûr que c'est un conflit, donc il est normal que la puissance dominante, qui est la Russie, prenne des coups. C'est pas une victoire sans dégâts, mais les chiffres qui sont donnés aussi, et tu le rappelais, sur les victimes, 1 million de Russes pour rien, me paraissent totalement délirants, comme ceux qui disent qu'il y a 10 fois plus de morts côté ukrainien que de côté russe. C'est pas plus sérieux. Les victimes doivent être à peu près équilibrées, je pense, avec malheureusement plus de victimes ukrainiennes que de victimes russes, parce que la rotation des troupes est beaucoup plus importante en Russie. Le fait de vouloir économiser les troupes aussi. Il y a eu au début du conflit plus de victimes russes, parce que vu qu'ils étaient à l'offensive et en terrain découvert, ils ont pas mal souffert. Et après, avec la force de frappe de l'artillerie, ça s'est rééquilibré progressivement. Les Ukrainiens ont perdu beaucoup de monde lors de leur tentative de contre-offensive de 2022-2023. Et puis là, ils s'en perdent beaucoup plus que les Russes jour après jour. Ce qui est assez étonnant, je trouve, enfin, dans le comportement occidental depuis le départ, on comprend bien qu'il n'y a pas la rationalité à laquelle on pourrait s'attendre, parce que
moi, je tiens de sources assez fiables que entre 2014 et 2022, l'idée russe n'était pas d'annexer le Donbass. La Crimée, c'était vital, mais le Donbass, il s'agissait simplement d'y défendre les russophones. Et on a observé que dans ce qu'on connaît des négociations d'Istanbul de mars 2022, la question des territoires éventuellement annexés par la Russie était repoussée à l'après-signature du texte, et ça devait suivre un entretien entre Zelensky et Poutine théoriquement. Et puis, on a vu lors de la première discussion d'Istanbul, mi-mai de cette année 2025, les Russes arrivaient avec des revendications minimalistes de leur point de vue, c'est-à-dire les 4 territoires qui ont été annexés suite à des référendums, et voilà. Et puis, on sent bien que plus ça passe et moins il y a de négociations qui portent leurs fruits, plus les Russes étendent ce qu'ils vont demander comme territoire. Il semble que de manière informelle, lors de la première rencontre d'Istanbul, ils aient dit que si les Ukrainiens n'acceptaient pas maintenant les 4 territoires, il y en aurait 2 fois plus au bout du compte. C'est comme ça que ça se finirait. Voilà. Bon, alors, moi, on voit bien qu'il n'y a pas de rationalité occidentale, parce que l'intérêt, si on avait vraiment voulu négocier rationnellement, ça aurait été de forcer Poutine à signer une paix le plus tôt possible, soit de signer les accords d'Istanbul en 2022, soit même quand il y a eu des ouvertures fin 2023. Donc on comprend qu'il y a une autre rationalité stratégique, qui est l'idée que plus cette guerre durera, plus elle usera la Russie, donc elle affaiblira Poutine, et elle ira éventuellement à son renversement. Et je crois que c'est là-dessus que vivent aussi les Ukrainiens. Eric, tu faisais allusion effectivement à ce coup de boost au moral, au fait qu'il y a cette idée que aussi un certain nombre d'instituts américains néoconservateurs ou proches des faucons encouragent les Ukrainiens ou les Britanniques, on en parlait. Il me semble, en regardant ça de manière très froide, que pour l'instant, il y a un effet boomerang, c'est-à-dire que pour l'instant, ça n'a fait que renforcer la position russe dans les négociations et d'amener les Russes à attaquer plus de régions, puisque maintenant ils sont à nouveau assoumis. Il semble qu'ils effectuent une percée, il semble qu'ils veuillent aller vers Kharkov. Il y a de plus en plus de frappes de missiles sur Odessa. Donc effectivement, on est dans une prophétie auto-réalisante, et je voudrais finir là-dessus. Moi, je me demande si, à force d'avoir dit que les Russes voulaient déstabiliser l'Occident, on ne va pas arriver de facto à une volonté russe de déstabiliser l'Occident de plus en plus, en se disant, mais les Ukrainiens, visiblement, n'ont pas leur autonomie, ils sont capables de nous porter des coups, mais en même temps, c'est forcément appuyé d'ailleurs, et donc il va bien falloir un jour qu'on déstabilise alors Berlin, Londres, Paris, Washington. Et comment pourrait-il faire pour nous déstabiliser? Parce que là, on a vu qu'il n'y a pas eu de riposte, au fond, de représailles russes à l'opération ukrainienne. Et concrètement, ça pourrait se manifester par quoi? Alors, pour expliciter ma pensée, puis après je laisse parler Eric, je pense que à force de crier au loup, il y a un moment où le loup arrive. C'est-à-dire qu'à force d'avoir expliqué qu'il y a de la subversion, qu'il y a de l'influence, qu'il y a de l'argent qui est versé, etc., ce qui est quand même beaucoup plus limité que ce qu'on affirme, moi je pense qu'on pourrait revoir la Russie, qui en aura assez au bout d'un moment, revenir à des comportements de type soviétique pour des opérations de déstabilisation, de désinformation très ciblées, de compromission des dirigeants occidentaux beaucoup plus affirmés. Alors c'est une hypothèse de travail, mais ce que j'appelle la prophétie autoréalisante, c'est la possibilité que, à force de crier aux loups russes qui nous volent nos élections, etc., on finisse par avoir produit un phénomène réellement néo-soviétique le jour où les Russes diront écoutez, on en a assez de votre comportement. Oui, c'est effectivement une possibilité. Alors les Russes le font déjà, alors de manière, pas dire modérée, mais de manière non,
comment dire, où ils mettent pas tous les moyens, même si on n'est pas sûr que tout ce que l'on attribue à une désinformation russe ou à des sabotages vienne de Moscou, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a un certain nombre d'usines qui ont brûlé en Allemagne, en Tchéquie, voilà, où il y a un certain nombre de choses. Mais je pense que les Russes ont une stratégie pour l'instant, qu'ils sont, comme vous le disiez tous les deux, il y a une rationalité que nous n'avons pas en Occident. Donc, ils ont des buts de guerre très précis sur lesquels ils mettent le maximum de moyens. Sur le reste, effectivement, ils sont de plus en plus exaspérés, mais ils voient aussi qu'ils comptent un certain nombre d'alliés en Occident, parce qu'il y a de plus en plus dans l'ensemble de nos pays européens des gens qui sont exaspérés par cette poursuite de la position de co-belligérance. Mais je rejoins Edouard, c'est une hypothèse d'école qu'il faut étudier, en ne perdant pas de vue que si elle advient, ce ne sera pas de l'agressivité russe, mais de la réaction russe par rapport à notre provocation. C'est effectivement parce qu'on voit dans nos services des gens dire, voilà, nous sommes aujourd'hui agressés par les Russes, ce qui est une réalité, mais il faut aussi se poser la question de savoir pourquoi nous sommes à cela. Nous sommes dans cette situation-là. Pour revenir sur la situation de l'affaiblissement de la Russie, il n'y en a pas. Les Russes sont extrêmement défiants vis-à-vis de tout ce qui se passe avec l'Occident. Ils se rendent compte que même Trump, en voulant résoudre cette crise ukrainienne, non pas en quelques jours, mais en 100 jours ou en 3 mois, n'y est pas parvenu. Donc, ils comprennent aussi que l'influence de Trump sur le conflit n'est pas si importante que ça, parce que les Ukrainiens ont leur propre logique, les autres Européens aussi. Donc, ça explique pourquoi il a si peu de poids dans la négociation. Et puis, quand on regarde un peu le théâtre des opérations, les évolutions en matière de production d'armement et de démographie à 3 ou 5 ans, les Russes ont quelques années devant eux pour solidifier leur position. C'est-à-dire qu'ils savent encore très bien que dans les 2-3 ans qu'ils viennent, ils n'ont pas encore ce recul démographique qui aura à terme un impact sur leur population. Donc, ils ont intérêt à profiter de cette logique-là, à prendre alors, soit les 4 régions, soit, comme le disait Edouard, on entend parler de 7 régions maintenant, donc il faudrait rajouter Kharkov, Odessa et peut-être Dnipro. Et s'ils arrivent à les conquérir et à les solidifier, il sera très difficile de les en déloger. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils décideront de manière unilatérale qu'il s'agit de territoires russes, eh bien la dissuasion nucléaire russe s'appliquera à ces territoires. Donc, quoi qu'en pensent les Ukrainiens et les Occidentaux, à ce moment-là, relancer une opération de reconquête de territoires passés aux mains des Russes serait déclencher une situation de quasi-guerre nucléaire. Donc, le temps joue pour eux, hein, parce que non seulement ils le consolident sur un plan conventionnel, avec leurs armées classiques en avançant, mais le jour où ils l'intégreront définitivement dans ce qu'ils appellent la Novorussia, dans la Russie, eh bien, la dissuasion nucléaire s'appliquera de fait. Donc, le temps joue pour eux et que les Ukrainiens ne veulent pas négocier est une erreur. Alors, effectivement, on le disait tout à l'heure, il y a une inertie dans la politique américaine, ce qui fait que malgré l'arrivée de Trump, tout n'a pas changé aussi vite qu'il le voulait. Et Edouard le disait, les néocons tentent toujours, bien sûr, d'infléchir la politique américaine. On l'a vu sur Israël avec le renvoi j'ai plus son nom en tête, son prénom, Valls, voilà, Mike Waltz, qui voulait, lui, frapper l'Iran en partenariat avec les Israéliens. C'est un peu pareil sur la Russie, parce que, comme je le disais tout à l'heure, les membres de la CIA ont tellement été engagés depuis 3 ans que les liens d'amitié, la détestation des Russes s'est accrue. Mais donc, il faut qu'on puisse les en retirer assez rapidement. Maintenant, je ne vois pas comment les Ukrainiens peuvent sortir de cette logique qui est excessivement négative pour eux. Ça ne veut pas dire que les choses soient faciles pour les Russes, mais encore une fois, la balance penche un peu plus chaque jour dans le même sens, et ce ne sont pas avec des coups de com', voire quelques petites contre-offensives tactiques sur le terrain que la guerre changera de visage. C'est ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit. C'est pour ça que j'invite ceux qui nous écoutent à être extrêmement prudents sur ce que disent les médias occidentaux, et puis d'essayer d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Je prends juste un dernier exemple. Je ne sais plus dans quel média américain j'ai vu ça cette nuit. Le général Petraeus, qui a été le patron des forces américaines en Afghanistan et patron de la CIA après, a déclaré haut et fort qu'il était maintenant persuadé que le prochain objectif de Poutine, c'était la Lituanie. Voilà, donc on revient sur des provocations de cette nature qui, à mon sens, n'ont pas de consistance, parce que ça voudrait dire que Poutine est devenu fou et que les Russes sont devenus fous, or que justement, on voit bien depuis le début de ce conflit qu'ils sont
totalement mesurée. Et comme le disait encore une fois Édouard, et j'adhère à 100%, les Russes, avant le conflit, n'avaient jamais eu l'intention comment dire, autre que de protéger les populations du. Ah, on a perdu Eric. Ah, c'est pas chez moi, je C'est chez constate la Eric. même chose. Bon, on va enchaîner. Édouard, ton diagnostic sur la fin des négociations ou la fin du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alors, tout le monde dit qu'Istanbul a été un échec. Là, le deuxième round de discussion, ça n'a duré qu'une heure et quart, d'après ce qu'on raconte. Moi, je pense que ce qui a beaucoup frappé les esprits jusque dans le gouvernement ukrainien, c'est que les Russes ont maintenu la discussion malgré ce qui s'était passé la veille. Et d'ailleurs, le chef de la délégation russe, en arrivant, il y avait des journalistes qui lui disaient alors comment réagissez-vous aux attaques? Et il a dit la réponse viendra demain. Et je crois que la réponse, c'est le mémorandum russe. Et alors, j'insiste sur un point, c'est que les Russes sont devenus beaucoup plus explicites sur, d'une part, la nécessité d'élections en Ukraine avec un calendrier. Donc, ils ne disent pas qu'ils ne vont pas négocier avec Zelensky. Ils disent simplement qu'ils veulent un engagement que le successeur de Zelensky respectera la parole. La signature, pardon. Et puis la deuxième chose, alors peut-être qu'Éric va me contredire, je n'avais encore jamais vu explicitement mis que les Russes demandaient un engagement solennel du Conseil de sécurité des Nations Unies pour valider l'accord qui serait signé. Bon, alors tout ça pour dire que oui, bien sûr, ça n'a duré qu'une heure et quart. On n'a parlé que de questions humanitaires, d'échanges de corps de soldats morts et éventuellement encore d'échanges de prisonniers. Mais enfin, personne n'a dit qu'il n'y aurait pas de nouveau round de discussion et surtout, personne n'a dit qu'on n'allait pas négocier. Du point de vue occidental, on a dit ah mais les Russes ne veulent toujours pas de cessez-le-feu. Mais là aussi, il n'y a rien de nouveau. Puisque dans les conditions qu'ils ont posées, les Russes disent nous voulons bien un cessez-le-feu si les troupes ukrainiennes se retirent des territoires et si les Occidentaux s'engagent à ne pas livrer d'armes pendant ce temps. Voilà. Donc on voit bien que le débat piétine d'un côté, mais de l'autre, les rencontres ont toujours lieu. Et puis, on peut très bien imaginer que le jour où Erdogan se lassera de recevoir des négociations qui ne portent pas leurs fruits, il se dira que c'est pas bon pour son image. Le pape Léon XIV a dit qu'il était prêt à recevoir la suite des négociations. Trump a saisi la balle au bon. Voilà, je pense que ça va continuer avec une guerre sur le terrain qui va continuer encore de longs mois parce que pour conclure provisoirement tout ce qu'on a dit sur l'attaque des drones sur les aérodromes militaires russes, je pense que ça ne fait que renforcer l'idée des Russes que c'est sur le terrain que ça va se décider. Ça sera factuellement de savoir qui occupe quoi militairement. Et donc, les Russes n'ont pas intérêt, ça c'est évident, à ce que la négociation maintenant se conclue trop vite. Éric, ton diagnostic, pronostic, prévision sur l'issue du conflit et l'issue de ces négociations de paix? Alors, d'abord, les négociations de paix, moi je suis toujours atterré que les Occidentaux disent il faut qu'il y ait un cessez-le-feu. Il faut rappeler les événements de la guerre du Vietnam. Pendant toute la guerre du Vietnam américaine, les négociations avaient lieu pendant que le conflit se déroulait. Et elles ont duré 4 ans. Kissinger y jouait un grand rôle, donc on n'a pas besoin d'un cessez-le-feu pour négocier. Et le deuxième aspect, alors pour aller dans le sens de ta question, on voit aujourd'hui les grandes difficultés de recrutement de l'armée ukrainienne, puisque les 18 à 24 ans, malgré des soldes très, très attractifs, ont totalement refusé de s'engager. Donc, je pense que les déroutes de terrain vont s'accélérer. Il ne va pas y avoir une percée russe, ça n'a pas de sens, ce n'est pas dans leur logique, mais on va voir petit à petit les villages tomber de plus en plus vite. C'est d'ailleurs ce qui se passe depuis une quinzaine de jours. Et donc, plus le temps va passer, plus on va voir ce recul de l'armée russe et finalement, pardon, de l'armée ukrainienne. C'est finalement la seule interrogation que j'ai, c'est quelle va être l'attitude de Trump.
parce que c'est le seul qui pourrait amener par une décision contraire à celle qu'il a prise depuis qu'il est arrivé au pouvoir, à se dire bah, finalement les Russes ne veulent rien entendre, on va peut-être aider les Ukrainiens. Je n'y crois pas à titre personnel, mais il peut ralentir aussi la fin du soutien qu'il souhaite qu'il souhaite apporter à l'Ukraine. Donc ça peut permettre aux Ukrainiens de résister un peu plus longtemps, mais très honnêtement, je crois qu'avant la fin de la période, enfin, avant le début de la prochaine période hivernale, on va voir le front évoluer de manière encore assez rapide. Et moi, j'insiste sur un dernier point. Encore une fois, c'est la mesure des Russes. Hein. Il ne s'agit pas de défendre la Russie, mais quand on est victime d'attaques de cette nature sur des structures des forces nucléaires, on aurait tout à fait pu comprendre qu'il soit dans une colère noire et qu'il se livre à des ripostes assez violentes. Or, aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Ils sont vraiment dans la maîtrise et aussi bien de la négociation que des opérations de terrain que je trouve assez surprenantes. Bon, oui, Édouard, vas-y. Juste très brièvement. Tu as tout le temps que tu veux. Bon, merci, mais je vais être bref quand même. Bon, l'attaque sur les aérodromes russes, c'est une attaque de drones. Et effectivement, avec des coups portés inattendus, selon un montage ingénieux. Mais il faudrait qu'on prenne le temps une fois dans Stratégone de parler de la guerre des drones en général, puisque c'est l'une des grandes révolutions de cette guerre d'Ukraine. Si on parle du succès ukrainien sur cette attaque, il faut parler aussi du fait que, alors que les Ukrainiens ont été en avance sur la fabrication de drones, il semble que les Russes les aient rattrapés. Aujourd'hui, il y a largement une guerre des drones. Et je pense qu'il n'y a pas de perception chez les Occidentaux de ce que c'est. Et puis, il y a une chose qui est tout à fait étonnante que je lis chez certains analystes militaires, qui est que cette guerre des drones, elle a complètement fait disparaître le champ de bataille classique. En particulier parce que pour éviter d'être frappé, des deux côtés, on avance par petites unités. Les Russes ont même réintroduit des motos. Alors ça a fait rire tout le monde au départ, des petits escadrons volants à moto qui se déplaçaient pour aller vite et pour pouvoir échapper aux drones. Plutôt que les chars, voilà ce que je veux dire, c'est les motos plutôt que les chars. Alors, ça fait rigoler tout le monde. Et puis aujourd'hui, les Ukrainiens aussi inventent la même chose. Bon, il faut qu'on parle absolument de ça parce que l'arme militaire a été complètement révolutionnée par les drones. On l'a vu là dans l'attaque de dimanche, mais c'est tout le champ de bataille ukrainien qui est concerné et potentiellement toute la pensée militaire aussi. Quand on parle de réarmer la France, dans les années 90, la France était relativement en avance par rapport à d'autres pays sur les drones, et aujourd'hui, on voit bien qu'on est très en retard. Oui, alors je suis d'accord avec Édouard. Alors j'apporterai un élément qui n'est pas fait pour le contredire, mais parce que je vois trop d'analystes effectivement tirer des leçons d'un conflit qui n'est pas nécessairement transposable. Par exemple, je vais prendre deux exemples. On considère que les chars occidentaux sont des chars beaucoup trop hauts, beaucoup trop lourds face aux chars soviétiques, parce que effectivement, ils ne sont pas faits pour être employés sur le théâtre d'opération qui est celui des grandes plaines de l'Est. Les chars russes, par principe, étaient des chars plus petits, avec une tourelle qui était beaucoup moins haute parce qu'on engageait des combats à une distance plus lointaine. Donc on avait intérêt à avoir des chars assez bas. Alors que côté occidental, nos chars sont faits beaucoup plus pour se battre en Bavière, en Allemagne, en Alsace-Lorraine, si quelqu'un venait chez nous. Et donc à ce moment-là, ils sont beaucoup plus adaptés en termes de... on a besoin d'être plus haut parce qu'il y a souvent de la végétation qui empêche de voir. Mais par contre, on tire beaucoup moins loin. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un débat sur tout le monde veut en ce moment des canons de 125, de 140 mm qui ne servent à rien parce qu'ils tirent très loin alors qu'on sait très bien que les engagements en matière de chars se font à courte distance. Pareil sur les drones. Mais moi, il y a des choses très importantes qui se passent sur les drones, mais il faut rappeler qu'on est en terrain ouvert dans la zone des combats. Qu'est-ce qui se passerait si on était dans un environnement méditerranéen avec des chaleurs différentes, dans des zones montagneuses, dans des zones où les vents... Donc il y a toute une série de paramètres à en prendre en compte. Par contre, moi, il y a deux choses qui me frappent. La première, c'est que l'opération qui a été menée par les Ukrainiens ces derniers jours est quand même très importante pour comprendre ce qui menace notre territoire, non pas par rapport à une force nécessairement conventionnelle, mais même par rapport à un groupe terroriste. Qu'est-ce qu'on fait si demain un État hostile ou un groupe terroriste hostile s'est acheté ou s'est emparé d'un navire qui croise au large des côtes de Toulon ou de Nice, sur lequel il a mis 80 ou 100 drones de même type,
que ceux qui ont attaqué les aérodromes russes ce week-end et qui déclenchent des opérations sur les principales villes françaises de la côte méditerranéenne en faisant des victimes et de la destruction. Voilà. Ce genre de choses, nous devons le prendre en compte parce que même si je dirais, le ministère de la Défense a organisé, je crois qu'il y a 2 ans, toute une série de travaux avec ce qu'ils appellent la Red Team, c'est-à-dire des gens qui sortent des milieux de science-fiction pour essayer de définir ce que pourraient être les conflits futurs. Finalement, ils ont fait des constructions intellectuelles qui ne sont pas inintéressantes, mais qui ne partent pas suffisamment des réalités de terrain et ils n'ont pas intégré ce genre de situation. Et je dirais, le deuxième conflit que nous devons étudier aujourd'hui, c'est le conflit de Gaza. Encore une fois, sans prendre parti politiquement, c'est que on est en train de nous enfumer avec cette guerre en Ukraine depuis longtemps. Or, les conditions de sécurité de la France, ce n'est pas, les menaces, ce n'est pas une invasion russe, contrairement à ce qu'on nous dit, mais quand on voit les événements qui se passent autour des prisons, les émeutes qui ont eu lieu suite à la victoire du Paris Saint-Germain, les conditions de combat auxquelles nous pourrions être confrontés sont beaucoup plus proches de celles de Gaza dans un certain nombre de banlieues que des grandes plaines de l'Est où les gens se livrent des combats avec des chars, des drones et des motos. Donc, il y a toujours des choses à prendre dans chaque conflit en faisant bien attention à les appliquer à notre condition géographique et climatologique et aussi aux conditions de menaces auxquelles nous sommes soumis. Bon, tu vas encore nous faire des amis qui vont t'accuser d'être des pires choses. Merci mes amis. On se retrouve, alors la semaine prochaine, Édouard ne sera pas avec nous. Oui, désolé, mais vous pouvez faire sans moi, vous allez faire très bien sans moi. Alors je ne serai pas là non plus alors. Donc, on va devoir trouver une équipe B. Merci en tout cas pour vos remarques et puis bonne semaine à tous et je rappelle à tous nos lecteurs, n'oubliez pas de vous inscrire à notre dîner débat du 24 juin, ce sera l'occasion de connaître les coulisses du courrier. Vous retrouverez le lien pour vous inscrire dans l'article qui accompagne cette vidéo. Merci beaucoup, mes amis. Merci beaucoup. Au revoir. Bientôt. À bientôt, messieurs.